Raphaël là-bas et plusieurs autres. Monsieur Hassan Ba. La partie civile a la parole pour ces questions. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur, de me passer la parole pour poser quelques questions. Bonjour, professeur. Bonjour, maître. Alors, pour commencer, je vais revenir sur certains reproches qui vous ont été faits à cette barre. Concernant la réquisition, d'abord, pour comprendre, quand il y a un cas aussi grave, docteur, Oui. et en l'absence de réquisition, est-ce que vous devez croiser les bras ou peut-être prendre votre responsabilité de médecin? Prendre ma responsabilité de médecin et conformément au code de déontologie médicale. Très bien. Est-ce que si vous n'aviez pas pris votre responsabilité, aujourd'hui vous seriez arrêté à cette barre et donné des informations capitales que vous avez fournies à cette barre? Pas du tout. Très bien. Est-ce que, au moment des faits, est-ce que, de par votre expérience, il y a eu un tel carnage qui vous a été soumis? Autant de corps qui vous ont été déposés? Non, pas du tout. En une seule fois? Non. Au cours de la même journée? Non. Cela ne s'est jamais produit, n'est-ce pas? Jamais. Très bien. Alors, ensuite, on vous a parlé de capacité d'accueil des différentes morgues. Est-ce que ces morgues-là ont été construites par vous? Pas du tout, maître. Est-ce que c'est vous qui financez les morgues? Non. Quand il y a des problèmes de capacité, est-ce que cela vous incombe directement ou cela incombe à l'État? À l'État. À l'époque des faits, est-ce que vous n'avez pas fait votre devoir de médecin, celui de trouver le moyen, en tout cas de conserver ces corps selon vos capacités? Affirmatif. Très bien. Ensuite, on a parlé du problème du cimetière. On vous a reproché d'avoir prélevé un échantillon sur 5 corps, n'est-ce pas? Oui. Et sur le plan, de façon générale, quand il est question d'établir des statistiques, n'est-ce pas un échantillon qu'on utilise? C'est toujours un échantillon. Ensuite, si vous aviez eu la possibilité de prendre tous ces corps, est-ce que vous ne l'auriez pas fait? Absolument, si j'avais une réquisition. Est-ce que si la Guinée possédait un laboratoire à Conakry ici, est-ce que cela vous aurait causé un problème pour faire cet échantillonnage-là? Pas du tout. Et de prendre tous les corps? Pas du tout, maître. Alors, ensuite, le fait de faire ces prélèvements au cimetière de Cameroun, au-delà de l'aspect professionnel, est-ce que ce n'était pas aussi un aspect moral et social qui vous a animé? Oui, tout à fait, comme je l'ai répondu, c'est-à-dire qu'au-delà de tout ce qu'on est en train de faire, un médecin, c'est d'abord le caractère social et humain. Donc on ne peut pas, devant certaines situations, rester indifférent par rapport à tout ça. Très bien. Quand on vous a déposé ces corps, si vous aviez suivi la logique de la défense, ces corps auraient pu être restitués à leur famille sans même qu'on ait pu les identifier, oui ou non? Absolument. Est-ce qu'aujourd'hui, à cette barre, on aurait su le nombre de personnes qui avaient été tuées par balle si vous n'aviez pas procédé à ces examens? Pas du tout. Parlant justement de ces morts par balle, on va revenir un petit moment. Vous avez indiqué que 13 corps ont subi des impacts de balles, oui, n'est-ce pas? Oui. Et je voudrais insister particulièrement sur 2 aspects. Oui. Le premier aspect, c'est 2 cas sur 9 ont reçu des balles, 2 personnes sur 9 ont reçu des balles sur le dos. Qu'est-ce que cela signifie, docteur? Oui, maître. Effectivement, vous avez bien fait de rappeler cette question. C'est 9 qui ont reçu des balles sur le dos. Ah, très bien. Cela veut dire tout simplement qu'ils ont été tirés pendant qu'ils étaient en train de courir ou de marcher. Donc on ne peut nullement pas invoquer une quelconque légitime de défense. Très bien. C'est des gens qui étaient en train de partir qu'on a tiré de dos, dans 9 cas. Les 2 cas, c'est des personnes qui ont reçu les balles au niveau du segment céphalique, donc au niveau de la tête. Dans les 2 cas, il y a un qui a été tiré à bout touchant. Autrement dit, qu'on a pris le canon de l'arme, on a posé sur la tête, dans la région temporale, et on a tiré. On a eu l'éclatement de la boîte crânienne avec issue la matière cérébrale.
Donc, en termes simples, quelqu'un qui est venu manifester pacifiquement dans un stade guinéen de surcroît un militaire a pris la responsabilité de pointer son arme et de toucher même la tête. Est-ce que c'est ce que vous voulez dire ici? Ben, c'est ce que je viens de dire. Je veux dire deux choses. Je veux dire non seulement qu'il a touché par l'arme au niveau de la tête, et je veux incluant dire que le fait de tirer sur le thorax et sur la tête, je pense que les juges vont en tirer les conséquences, parce que si toutefois c'était dans l'intention de l'immobiliser, on aurait tiré au niveau des membres inférieurs. Mais lorsqu'on tire sur des segments qui sont des segments mortels, où il y a les vaisseaux, où il y a des organes comme le cœur, comme le cerveau, c'est parce que probablement ils avaient l'intention de tuer. Très bien. Vous voyez, votre témoignage ici est capital. Parce qu'il démontre encore une fois la barbarie qui a prévalu pendant cette répression. Je poursuis. Et vous avez parlé aussi des plaies piquantes et tranchantes. Oui, les armes. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie, vous savez, sur le plan médico-légal, on classe les instruments tranchants en instruments piquants, c'est-à-dire le plus petit instrument piquant, c'est l'aiguille. Il y a l'épée, qui est un instrument piquant. Les instruments piquants tranchants, c'est le couteau, il est piquant tranchant, c'est le poignard, il est piquant tranchant. Les instruments tranchants contondants, c'est des instruments comme les machettes et la hache. Et les instruments contondants, c'est le marteau. Très bien. Est-ce que vous avez pu identifier ces objets piquants? Est-ce qu'il s'agissait de couteaux ou de quoi? Bon, je n'ai pas identifié les objets, j'ai identifié les lésions sur les corps, donc les lésions qui ont été provoquées par ces objets. C'est pour cette raison, je reviens à ce que j'avais déjà dit, et il aurait été plus intéressant de procéder à l'examen de la scène de crime. On aurait certainement pu recueillir quelques éléments piquants, tranchants ou objets contondants sur les lieux. Et peut-être en retrouvant ces éléments, on aurait pu prélever les empreintes digitales et qu'on pourrait analyser et peut-être retrouver les auteurs. Merci, docteur. Alors, vous avez également parlé de la fracture du crâne pour certaines victimes. Est-ce que vous le confirmez? Oui, je confirme. Très bien. Il y a également la fracture du nez. Oui, je confirme. Donc, la plupart des blessures, comme vous l'avez indiqué, c'était au thorax et à la tête. Oui. L'intention délibérée de tuer ne pose aucun doute aujourd'hui, n'est-ce pas? Ben, je le pense, en tout cas, c'est le raisonnement médico-légal qu'on peut souvent donner. Lorsqu'on touche sur des segments comme ça, c'est parce que l'intéressé veut tuer, il a l'intention de tuer. Sinon, comme je vous ai dit, on aurait pu retrouver des lésions au niveau des membres inférieurs pour immobiliser la personne ou sur d'autres segments, mais pas au niveau du thorax et de la tête. Je vous remercie infiniment, professeur. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur, de m'avoir passé la parole. Bonsoir, Monsieur Ba. Bonsoir, madame. Vous avez déclaré avoir reçu 4 camions contenant 58 corps à la morgue de l'hôpital Ignace Dine ce jour 28 septembre 2009. Vous confirmez cette déclaration? Non, 3 camions, je crois. 3 camions? Oui. D'accord. Ces 3 camions étaient-ils immatriculés AG, PN ou GN? Vous savez, madame, j'ai dit tantôt que les camions sont arrivés la nuit. Comme, bon, en tout cas, moi, je connais les camions militaires, et c'est pourquoi j'ai confirmé que ce sont des camions militaires. Et je sais aussi que les camions militaires étaient convoyés par des militaires. Donc, mais je n'ai pas retenu les numéros et tout ça. Et bon, j'avoue que d'ailleurs, ce n'était pas aussi ma préoccupation. Ma préoccupation, comme je l'ai dit, c'était le contenu et comment gérer tout ce qu'il y avait là-dedans. D'accord. Est-ce que vous aviez pu identifier ces militaires qui avaient déposé ces corps à votre niveau? Non, je connaissais les médecins qui étaient arrêtés à mes côtés, mais les militaires qui sont venus dans les camions, c'est non. Ces militaires-là étaient habillés comment? En tenue militaire. Ils portaient des bérets? Ouf, je ne sais pas. Ces bérets étaient de quelle couleur? Honnêtement, madame, ça, je ne sais pas s'ils portaient... Vous savez, les tenues militaires, la nuit, bon, c'est vrai que c'est très difficile d'avoir des informations précises comme ça. Mais tout ce que je peux dire, c'était qu'ils étaient habillés en tenue militaire. Ils portaient les tenues militaires, ils avaient leur ceinture avec les armes. Bon, c'est tout ce que je sais.
Et ils étaient connus aussi par les médecins militaires qui étaient à mes côtés. Donc c'était médecins militaires, venus dans des camions militaires qui étaient bâchés hermétiquement. Vous confirmez qu'ils détenaient des armes? Oui, quand ils sont arrivés, certains. Certains avaient des armes. D'accord. Avec, oui. Dans quel état vous aviez trouvé ces corps dans ces camions? Bon, je l'ai dit aussi que 11 des corps présentaient déjà un état de début de putréfaction. Le début de putréfaction est marqué par un gonflement du visage, par une protrusion de la langue, aussi par une exophthalmie. Donc c'est des signes qu'on retrouve pour dire que le corps est en état de décomposition, en début de décomposition. Et quand la décomposition sera parfaite, totale, donc il y aura tout ce que vous savez sur la décomposition, la putréfaction, le gonflement de l'abdomen et tous les autres signes. D'accord. Vous aviez reçu ces corps pour quelle fin? Première mission, c'était de les conserver. C'est ça, la mission qui m'a été assignée par les médecins militaires, par l'autorité militaire à travers les médecins. Ils m'ont dit, venez recevoir les corps et les garder en chambre froide. C'est la mission non écrite qui m'a été assignée. D'accord. Après votre travail de médecin légiste, aviez-vous rendu compte à une autorité? Oui, parce que sur le plan administratif, comme je vous l'ai dit aussi, je rendais compte au ministre de la Santé à travers, je crois à l'époque c'était une directrice de l'hôpital Ignasdine. Et aussi, quand il a besoin de certaines informations, il me demandait, je faisais des petits rapports sur la situation des corps, sur l'état de décomposition de certains. J'essayais toujours de les alerter. Et le besoin qu'il y avait pour l'entretien des corps, je faisais ces petits rapports. Mais je n'ai pas fait un rapport médico-légal comme je viens de le détailler dans mon témoignage ici, avec une description précise de différentes lésions rencontrées et même de l'identification qui a été faite. Non, je n'avais pas fait de rapport. Et la raison aussi est simple, c'est parce que je n'avais aucune réquisition à cet effet. D'accord. Monsieur Ba, je poursuis. Pour pouvoir énumérer un corps, il faudrait un acte attestant le décès de celui-ci. Est-ce que vous en avez dressé dans le cas présent? L'acte pour attester le décès, c'est le certificat de décès. Tous ces corps, avant leur inhumation, on délivre le certificat de décès. Donc, ça, c'est obligatoire. Et le certificat de décès est délivré par le médecin après avoir constaté la mort. Donc, je pense que ça, c'est une procédure habituelle au niveau de la morgue. Et il y a un service, enfin, il y a un personnel qui s'occupe de ça, qui enregistre et qui délivre le certificat. D'accord. Monsieur Ba, le général Oumar Sano a déclaré à cette barre avoir entendu qu'il y avait 157 corps. Et Aboulé Chérif Diaby, quant à lui, a parlé de 57 corps. Et vous parlez de 58 corps. À quoi pourrait-on s'en tenir? Bon, moi je parle de 58 corps. Vous savez, parmi les corps, je vous ai dit, c'est 43 qui ont été déposés par l'armée. Les autres, ce sont des décès hospitaliers. Et au fur et à mesure, les gens qui étaient hospitalisés, qui étaient dans un état grave, lorsqu'ils décédaient, on les a envoyés. Bon, je suppose qu'il y a eu d'autres qui sont sortis guéris ou améliorés, qui sont rentrés chez eux. Donc, moi, le dernier décès que j'ai enregistré, c'est un malade qui était hospitalisé en neurochirurgie. Et là aussi, vous pouvez vérifier les dossiers médicaux. Hein. Voilà, le malade était hospitalisé en neurochirurgie, il est décédé, et ce qui complétait le nombre de décès à 58. D'accord. Monsieur Ba, dans le procès verbal de déposition de témoin de général Oumar Sano, il est dit ceci. Sans tarder, nous avons pris contact avec les hôpitaux de Donka et d'Ignasdine au sujet des blessés et des morts. Car selon la Croix-Rouge, il y avait un déficit de formol pour les besoins de conservation. En présence du ministre de la Santé d'alors, des sollicitations ont été faites envers des pays voisins comme la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone, le Sénégal et le Maroc. Le premier s'est offert à venir immédiatement en aide, mais le problème de transport se posait. Comment vous aviez fait pour gérer ces corps en l'absence de ce médicament? Bon, en fait, c'est ce que je vous ai dit également, j'ai répondu à la barre, c'est-à-dire que lorsqu'il y a besoin de formol,
moi, j'exprimais le besoin. J'exprimais le besoin par écrit. Et j'adressais à la directrice de l'hôpital Ignace Dine, qui l'envoyait directement au ministre de la Santé. Et quelquefois, comme je dis, le ministre de la Santé pouvait m'appeler pour me demander « Ah, professeur, est-ce qu'il y a un problème? Vous avez besoin de quoi ?» Lorsqu'il me pose la question, je lui exprime le besoin et c'est lui qui s'en occupe. Donc, comme je le dis également, il essaie toujours quand même de satisfaire, même si la satisfaction n'était pas totale. Si je demande par exemple 50 ou 100 litres de formol, peut-être je pouvais avoir 30. Et j'étais soulagé, je pouvais gérer les urgences avec ça. Et chaque fois qu'il y avait le besoin, je l'exprimais et il cherchait le formol. Maintenant, où il l'achète, ça, je ne sais pas. D'accord. Monsieur Ba, en tant que médecin légiste, vous aviez fait une gestion professionnelle des corps que vous avez reçus à la morgue de l'hôpital Ignace Dine ce jour? Excusez-moi, reprenez s'il vous plaît. Je dis, en tant que médecin légiste, est-ce que vous aviez fait une gestion professionnelle des corps que vous aviez reçus ce jour-là? Une gestion professionnelle. Ah, bon, j'ai géré comme je pouvais le faire. Je pense que gestion professionnelle des corps, c'est-à-dire que la gestion des corps n'est pas une spécialité médico-légale. Ce n'est pas dire que c'est le médecin légiste qui gère les corps. Vous savez que ce sont des morgues hospitalières. Lorsque le premier responsable de la morgue hospitalière peut être même un infirmier, ça peut être un préposé de la morgue, ça peut être un anatomopathologiste dans d'autres pays. Donc la gestion des corps, c'est vraiment la forme réductrice même de l'activité médico-légale. C'est pour cette raison, lorsqu'on m'a appelé pour me dire, on m'a appelé en tant que premier responsable des deux morgues, c'est parce qu'il n'y a pas d'institut de médecine légale. S'il y avait un institut de médecine légale, je n'allais pas m'occuper à gérer les morgues. Les morgues, c'est un service d'appui, un service technique où on réalise les autopsies. Donc si je suis le responsable de ces morgues, on m'a appelé pour certainement aider à avoir de l'espace. Et comme c'est des morts violentes qui sont produites dans un espace public, et éventuellement faire des autopsies et tout ce qui va avec dans le cadre de la procédure pénale. Donc, étant médecin, même si je n'ai pas reçu la réquisition aux fins d'autopsie, j'ai fait mon devoir de médecin légiste et de médecin, tout en restant très prudent, ne pas aller trop loin, comme je l'ai dit, et en violant les dispositions du code pénal, pour ne pas aller faire une autopsie sans avoir la réquisition. Mais le reste, je pouvais le faire. Et je devrais d'ailleurs le faire, c'est ce que j'ai fait. Monsieur Ba, lorsque vous avez vu ces corps dans ces camions, quel était votre état d'âme? Ah, j'étais très choqué. J'étais très choqué, Bon, c'est très difficile pour nous, les médecins, de voir des situations comme celle-là. Mais j'ai géré mes émotions, mais c'est très dur. Surtout quand j'ai vu les militaires, au début, descendre les corps. Je savais que, c'est vrai, ce n'est pas le personnel de la santé, mais quand j'ai vu qu'on prenait des corps comme des objets pour les mettre comme ça à terre, comme si c'était des sacs de riz, ça m'a touché, profondément touché. Et c'est en ce moment que je leur ai dit d'arrêter et j'ai mis en place les médecins qui étaient à mes côtés pour leur dire de mettre en place une chaîne pour permettre de recueillir les corps un à un, les faire passer jusqu'au niveau de la chambre froide. Bon, tout ça, c'est très dur, mais bon, voilà, c'était quand même très dur pour moi au début. Oui. Je vous remercie, M. Ba. Merci beaucoup. Je vous remercie, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Et Monsieur Ba, et vous savez, vous êtes là en qualité de témoin. Oui, je le sais. Très bien. Je voudrais revenir sur une question de Monsieur le Président, qui vous a demandé de fournir le nom du médecin militaire qui vous a appelé vers